Et si la seule chose qui séparait l'erreur confiante du progrès réel n'était pas l'intelligence, mais le courage de dire « on ne sait pas encore ». Imagine une ouverture où tout semble stable, puis un léger décalage apparaît. Un chiffre, une intuition, un détail qui ne rentre pas dans la case. Et soudain, l'histoire bifurque parce que l'on a laissé au doute la possibilité d'entrer. Ce moment d'hésitation n'est pas un défaut, c'est le commencement d'une enquête, la promesse d'une découverte que personne n'avait vue venir. Richard Feynman répétait qu'il pouvait vivre avec le doute, l'incertitude et le fait de ne pas savoir, et que c'est plus intéressant que des réponses peut-être fausses. Dans sa vision, la connaissance n'est pas un bloc solide, mais un relief de certitudes graduées, de probabilités tremblantes, de zones blanches à cartographier avec soin. Et si l'on acceptait ce relief comme terrain de jeu plutôt que comme menace, nos décisions cesseraient de se crisper sur des certitudes illusoires pour s'ouvrir à des options plus fines et réellement fécondes. Le doute, chez Feynman, n'est pas une posture cynique, c'est une éthique de la recherche de vérité, un entraînement à laisser la porte entr'ouverte sur l'inconnu. On doit absolument laisser de la place au doute, sinon il n'y a ni progrès ni apprentissage, résume une de ses formules les plus tranchantes. Ce n'est pas un slogan, c'est une discipline quotidienne. Formuler des hypothèses, les attaquer, écouter ce qui contredit et non seulement ce qui confirme. Il y a là une surprise presque contre-intuitive. Le doute ne ralentit pas l'action. Il la rend plus robuste car il force à tester, à itérer, à corriger avant la catastrophe. On découvre qu'entre je crois et j'affirme, il existe un espace de travail exigeant, peu spectaculaire, où l'on accumule des raisons de croire tout en gardant l'issue de secours ouverte. Et dans cet espace, la curiosité devient moteur, car le prix n'est pas l'applaudissement, mais le plaisir même de comprendre un peu mieux comment le monde s'y prend pour être ce qu'il est. Feynman parlait d'approximations et de degrés d'incertitude comme d'outils ordinaires, pas comme d'exceptions embarrassantes. Vivre avec le doute, c'est apprendre à calibrer ses convictions, parfois presque sûres, souvent simplement plausibles, et très souvent encore prudemment silencieux. Cela demande une honnêteté rare. Ne pas se duper soi-même parce que l'on est toujours la personne la plus facile à duper. Ce podcast va raconter des bifurcations nées d'un scrupule, d'un et si, d'un grain de sable qui a sauvé un projet, une relation, une décision financière, précisément parce que la porte n'était pas claquée sur l'inconnu. On y verra comment une question bien posée vaut mieux qu'une réponse rapide, et comment le doute, apprivoisé, évite le piège des certitudes séduisantes, mais fragiles. Il ne s'agit pas de cultiver l'hésitation pour elle-même, mais d'en faire une méthode. Isoler ce que l'on ignore, hiérarchiser ses paris, et avancer avec des filets plutôt qu'en funambule aveugle. La liberté de douter, rappelait Feynman, est née d'une lutte contre l'autorité. Et l'oublier serait perdre ce que cette lutte nous a offert, le droit de questionner, de ne pas être sûr, de reposer la question quand les faits changent. Cette liberté n'est pas abstraite, elle protège des dogmes, des effets de mode et de l'assurance infondée qui s'écroule au premier contact avec le réel. Elle nous rend disponibles à ce qui résiste, à ce qui dévie, à ce qui révise, c'est-à-dire à la réalité elle-même, qui n'a jamais promis d'être simple. Ce premier épisode propose donc un pacte. Accepter de rester un peu plus longtemps dans la zone d'ombre, là où les réponses ne viennent pas tout de suite, mais où la bonne question prend forme. À chaque séquence, on prendra un problème ordinaire et on le regardera comme un physicien regarderait une énigme, en mesurant ce que l'on sait et ce que l'on croit savoir, et ce que l'on ignore encore, puis en laissant au doute la chance de nous surprendre. Parce que le véritable frisson n'est pas d'avoir raison, mais de sentir que quelque chose s'aligne, qu'un pattern émerge, et que l'on vient de gagner un minuscule morceau de clarté sur un monde qui n'en devait rien à personne. Alors, on ouvre la porte, on la laisse entr'ouverte juste assez pour que l'inconnu passe, et avec lui la possibilité d'apprendre ce qu'on ne savait même pas devoir chercher. Bienvenue dans un voyage où ne pas savoir n'est plus une gêne, mais un instrument fin, et où le doute, enfin, devient une manière de voir, d'agir et de créer. Il existe des instants minuscules où tout bascule, non pas quand une grande vérité s'impose, mais quand un petit « et si » vient fissurer la surface lisse d'une certitude confortable. Feynman rappelle que vivre sans réponse définitive n'est pas une faiblesse, mais la manière la plus intéressante de progresser, pourvu que la porte reste entr'ouverte vers l'inconnu.
Dans cet épisode, on s'attache à cette porte entr'ouverte. Une image simple, presque domestique, mais qui change le destin de nos idées, de nos projets, et parfois de nos vies quand on accepte de laisser passer ce qui contredit la version du jour. Car le progrès n'est pas un autoroute, c'est un sentier de bifurcation où chaque pas suppose d'accepter qu'on pourrait se tromper, et d'avoir l'audace d'en faire une force plutôt qu'un frein. Chez Feynman, l'incertitude n'a rien d'une apnée anxieuse. C'est un rythme de respiration, une alternance entre élan et retenue, qui permet d'apercevoir des alternatives là où le réflexe cherchait la clôture. Plus on laisse de l'espace aux hypothèses concurrentes, plus on se donne la chance d'apercevoir ce qui, d'ordinaire, reste caché derrière la première explication séduisante. Le monde, disait-il en substance, ne se laisse pas enfermer dans des réponses trop vite satisfaisantes, et la curiosité prospère précisément dans ce clair-obscur où l'on demeure pas tout à fait sûr. Il n'y a pas de connaissance absolue, mais un corps d'énoncé à degré de certitude variable, ce qui impose de manier le doute comme un instrument de mesure plutôt que comme un marteau de démolition. Alors, que se passait-il quand on décide de vivre comme un enquêteur plutôt que comme un procureur de sa propre thèse? On apprend à repérer les angles morts, à nommer l'ignorance et à organiser l'inconfort pour que l'expérience tranche mieux que la préférence. C'est une surprise contre-intuitive. Le doute, loin de paralyser, rend l'action plus robuste, car il pousse à itérer tôt, tester souvent et corriger avant que le réel ne se venge de nos illusions. Il devient une politesse envers la vérité. Se pendre l'ego suffisamment longtemps pour qu'un fait, un contre-exemple, un détail dissonant ait le temps d'entrer, de parler et parfois de renverser la scène. Il faut dire que cette liberté de douter a coûté cher, née d'une lutte contre l'autorité à l'aube de la science moderne. Oublier ce prix, c'est risquer de perdre la permission d'interroger. Garder mémoire de cette lutte, c'est maintenir vivant le droit d'être incertain et l'obligation d'ouvrir un dossier plutôt que de le clore par confort. Dans la pratique, accepter le doute, c'est parler le langage des peut-être. Formuler des degrés, assumer le conditionnel, calibrer son assurance à la qualité des preuves disponibles. Ce n'est pas renoncer à agir, c'est agir mieux, en proportionnant l'élan au niveau d'ambiguïté et en laissant à l'inconnu sa juste place dans le calcul. La vraie tension dramatique, celle qui tient en haleine, ne vient pas d'une révélation tonitruante, mais du lent affinement d'une hypothèse qui survit à ces épreuves successives. Le plaisir n'est pas tant d'avoir eu raison que d'avoir mis en place une méthode qui permet, demain, de mieux se tromper et donc de mieux apprendre. On comprendra pourquoi Feynman préfère 1000 fois une question vivante à une réponse morte. La question porte encore la promesse d'un monde non épuisé par nos slogans. Et cette promesse n'est solide que si la porte demeure entr'ouverte, si l'on accepte d'habiter assez longtemps le territoire du je ne sais pas encore pour Ce n'est pas du relativisme, c'est de l'ascèse. Se tenir au plus près des faits, admettre l'état des preuves et refuser de confondre sentiment d'évidence et évidence proprement dite. Dans ce cadre, le doute n'est pas l'ennemi de la clarté, il est le chemin même qui conduit pas à pas au rythme de la réalité. Ce premier mouvement prépare la suite. Apprendre à manier l'incertitude comme un outil au quotidien pour décider, créer et s'orienter dans un monde où l'on ne possède que des vérités provisoires. L'épisode bascule maintenant du portrait à la pratique, de l'esprit à la main, pour transformer l'éthique du doute en geste concret et en réflexe opératoire. Transformer le doute en méthode commence par un inventaire honnête, que Seigon réellement, que croit-on savoir, et que ne Seigon pas du tout. Feynman invite à ranger ces éléments par degré de certitude, à la manière d'un tableau de bord qui affiche le niveau de confiance avant de lancer l'essai suivant. Première habitude. Tenir la porte ouverte aux alternatives plausibles tant que l'évidence ne les a pas disqualifiées, sans céder à la tentation de sacraliser. La vérité du jour. Cette porte entr'ouverte n'est pas un slogan, mais une règle d'atelier. Tant qu'une autre explication passe le seuil, elle mérite d'être testée, même si l'esthétique de l'idée dominante nous flatte. Deuxième habitude. Parler la langue de l'approximation assumée, expliciter les fourchettes, les marges d'erreur, les inconnus, au lieu de gonfler une certitude factice. La précision augmente paradoxalement quand on accepte l'imprécision initiale.
parce qu'on se donne la liberté d'améliorer l'estimation à chaque feedback point. Troisième habitude. Cultiver les questions plus que les réponses, puisqu'il n'existe ni progrès ni apprentissage sans l'acte de poser une question qui engage l'esprit dans l'inconnu. La bonne question est une machine à curiosité. Elle attire les faits, organise l'attention et contraint les présupposés à venir se justifier au grand jour. Quatrième habitude. Honorer la liberté de douter comme un bien commun conquis, en refusant la tyrannie du « il faut être sûr » qui étouffe l'enquête avant son heure. Rappeler la lutte originelle contre l'autorité, c'est se donner le courage de reposer la question quand les données changent, sans honte ni crispation. Cinquième habitude. Cadrer l'action par décision réversible quand l'incertitude est haute, et n'engager l'irréversible que lorsque la certitude s'est réellement élevée. Le doute devient alors un signal de design décisionnel. Plus le flou est grand, plus on cherche l'option qui permet d'apprendre vite à moindre coût. Cette grammaire du doute s'applique au projet, aux relations professionnelles, à la création artistique, autant qu'à la recherche scientifique, parce que partout, il s'agit d'arbitrer avec des informations incomplètes. Le secret est de ne pas se laisser terroriser par le non-savoir, mais de l'habiter avec méthode, comme un navigateur lit le vent plutôt que de le maudire. On comprend alors pourquoi Feynman insiste. La science, et plus largement la pensée lucide, consiste à distinguer ce qui est connu, inconnu, et ce qui ne peut pas encore l'être, sans bluffer. Cette discipline, loin de stériliser l'élan, aiguise l'intuition parce qu'elle la confronte en continu au grain du réel. La dramaturgie d'un bon épisode n'exige pas une morale définitive, mais une montée d'intelligibilité. On part d'un brouillard, on gagne un relief, et on accepte de laisser quelques brumes pour la suite. Le plaisir, comme Feynman l'a tant répété, est bien dans la découverte elle-même, pas dans l'illusion de conclure trop tôt. En filigrane, il s'agit d'une hygiène de l'ego. Ne pas confondre estime de soi et besoin de clôturer, ne pas maquiller une croyance en vérité pour éviter l'inconfort d'une inconnue persistante. Le doute, bien tenu, est un pacte avec la réalité. Il promet de revenir et de réviser plutôt que de s'endurcir contre ce qui dérange. Enfin, cette méthode se transmet. Apprendre à douter ensemble, c'est partager une culture où la question n'est pas une insolence, mais la forme la plus haute du respect pour ce qui est. On y gagne le droit de changer d'avis et avec lui la possibilité d'aligner nos décisions sur des preuves nouvelles sans perdre la face. Voilà le cœur du voyage. Accepter le doute comme une manière de voir et d'agir, qui n'ôte rien à l'ambition, mais la relie plus étroitement aux faits, au degré de certitude et au temps qu'il faut pour comprendre. Et si la porte reste entr'ouverte, ce n'est pas par faiblesse, c'est pour que l'inconnu puisse entrer à nouveau demain, et avec lui une chance supplémentaire de trouver quelque chose d'inattendu et de précieux. Rester dans l'incertitude un instant de plus, ce n'est pas perdre du temps, c'est gagner de la précision, de la souplesse, et une chance réelle de comprendre mieux le monde tel qu'il résiste à nos idées. Feynman rappelait pouvoir vivre avec le doute et ne pas savoir, car c'est plus intéressant que des réponses peut-être fausses. L'intérêt n'est pas décoratif, il guide les bons paris d'apprentissage. Le doute devient un levier, non une angoisse. Une manière d'orienter l'attention vers les faits qui contredisent et les hypothèses qui survivent aux épreuves. Laisser de la place au doute signifie préserver le mouvement de la connaissance, au lieu de le figer dans la première formulation séduisante qui nous flatte. C'est le choix d'un monde ouvert, où chaque certitude est assortie de son degré de confiance, prête à évoluer si les données changent. Ce réalisme n'éteint pas l'élan. Il l'affine en transformant chaque objection en information et chaque raté en itération. Refuser de se duper soi-même est un devoir avant d'être une posture, car on est toujours la personne la plus facile à tromper. À l'échelle des décisions, cela implique de calibrer l'irréversibilité à la clarté des preuves et de préférer des choix réversibles tant que l'ambiguïté demeure haute. Le doute devient un signal de design. Plus l'incertitude est grande, plus on choisit des options qui apprennent vite et corrigent à faible coût. Feynman revenait sans cesse au plaisir de découvrir ce moment où l'on sent qu'un motif émerge du bruit parce qu'on n'a pas fermé la question trop tôt. La curiosité a besoin d'air. Elle se nourrit d'un clair-obscur où l'on assume « je ne sais pas encore » pour laisser au réel le temps d'apparaître. Ce plaisir n'est pas un luxe, c'est l'énergie durable qui rend la rigueur tenable et l'exigence supportable dans la durée. Notre liberté de douter est née d'une lutte contre l'autorité. L'oublier,
C'est risquer de céder à de nouvelles orthodoxies qui confondent vitesse et vérité. Honorer cette liberté aujourd'hui, c'est refuser les clôtures précoces et rouvrir les dossiers quand les faits l'exigent, sans honte ni crispation. C'est une hygiène civique autant que scientifique. Un garde-fou contre l'illusion d'infaillibilité des experts, des tendances, ou de soi-même. On peut transformer ces principes en réflexes, nommer ce qui est connu, ce qui est seulement plausible, et ce qui reste inconnu, puis décider en conséquence. Prendre l'habitude d'énoncer les marges d'erreur et les hypothèses critiques, c'est rendre nos plans plus robustes que n'importe quel vernis de certitude. Surtout, conserver une question vivante à la fin de chaque exploration, pour que la suite ne soit pas un rituel, mais une vraie enquête. Ce qui commence ici ne se clôt pas. Le doute bien tenu n'achève pas les histoires, il les relance avec plus de finesse et moins de dégâts. La maturité consiste à savoir quand intensifier la preuve, quand retarder l'irréversible, et quand dire assez pour agir, pas assez pour dogmatiser. Vivre avec le doute, c'est accepter une clarté en mouvement et faire place à l'inattendu sans renoncer à l'exigence de vérité. Merci pour l'écoute attentive de cet épisode consacré à l'incertitude féconde, dans l'esprit de Feynman et de sa liberté de questionner. Pour prolonger ce voyage, s'abonner permet de recevoir les prochains épisodes dès leur parution et de garder la porte entr'ouverte sur de nouvelles questions, de nouvelles preuves et de nouveaux possibles. Rendez-vous au prochain chapitre et d'ici là, gardons le doute comme un instrument affûté plutôt qu'une gêne à masquer.